commencer par une question bizarre. Est-ce que vous savez qui a gagné là? Vous étiez peut-être pas né à l'époque. Enfin, est-ce que vous savez qui a gagné la guerre de 39-45? C'est pas une théorie du complot. À votre avis? Les Alliés. C'est un peu vrai, mais en fait, surtout, on l'a pris beaucoup plus tard, c'est un robot. On l'a pris très tard parce qu'en fait, le créateur de ce robot, qui est en fait le créateur du premier ordinateur, est homosexuel et qu'à l'époque, c'était interdit, donc il a subi une castration chimique et ensuite il s'est suicidé. Donc la Grande-Bretagne ne l'a reconnu que beaucoup plus tard. C'est Alan Turing qui a créé, à la fin de la guerre, en fait, le premier ordinateur. Et pourquoi il a créé cet ordinateur? C'est parce qu'en fait, à l'époque, on avait réussi à voler en fait, la machine qui permettait de détecter le code secret des Allemands pour savoir où étaient situées leurs troupes. C'était évidemment complètement stratégique. Le problème, c'est qu'en fait, cette machine qu'on avait volée, en fait, elle changeait de mot de passe toutes les 24 heures. C'était assez relou parce qu'en fait, toutes les 24 heures, on travaillait beaucoup. Ils avaient la méthode pour décrypter en fait, le mot de passe, mais il leur fallait plus de temps. À chaque fois, il fallait recommencer à zéro, donc c'était très énervé. On avait beau mettre autant le monde qu'on voulait, en fait, on n'avait pas assez de temps pour le faire. Donc, qu'a fait Alan Turing? Il s'est dit, il y a une méthode pour décrypter, pour trouver ce mot de passe. Et bien, donc, on va prendre cette méthode-là, dans cette expertise humaine, et je vais l'automatiser dans une grande machine que vous voyez ici. Et donc, ça va aller 10 fois plus vite, même 10 000 fois plus vite. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à décrypter le mot de passe et à réussi à trouver, en fait, les positions des Allemands. Et en fait, Alan Turing est connu pour le test de Turing, qui aurait permis de faire la différence entre un robot, une intelligence artificielle et un humain. Et finalement, les robots, les algorithmes, ou l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce n'est que ça, ce n'est qu'une automatisation d'une méthode, d'une expertise humaine, pour pouvoir, donc on va modéliser ça, et ensuite pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait? Dans les premiers algorithmes, on avait ça, on donne des règles, et une fois qu'on donne des règles au robot, on dit voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, et après il suffit de changer les données, et on a un résultat, ça permet d'automatiser énormément de choses, et dans la finance, on a beaucoup utilisé ces algorithmes. Ce qui a changé avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait ça va pour un problème très simple, trouver un mot de passe. Par contre, pour résoudre un problème beaucoup plus complexe, dont souvent on ne connaît pas la méthode parce qu'il y a trop d'éléments qui vont rentrer en jeu, donc on ne sait pas quelle est la bonne méthode pour trouver la solution, pour prédire le bon résultat, eh bien, du coup, on va faire autre chose. On a créé des algorithmes qui s'inspirent très très facilement du cerveau humain. Ils ont d'ailleurs été créés dans les années 50, ces réseaux qu'on appelle les réseaux de neurones. Et qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on ne connaît pas la méthode, on prend le robot et on lui dit, écoute, on va te donner plein de données, en plus ça tombe bien parce que ces dernières années on nous a parlé de big data tout le temps, donc on a récupéré plein de données, on ne sait absolument pas quoi en faire, on te les donne, on va te donner évidemment le résultat qu'on attend, c'est 1 ou 0, et toi en fait tu vas apprendre avec toutes ces données, tu vas finir par toi-même trouver la méthode. Et ensuite prédire à un pourcentage donné le résultat. On dit souvent qu'à partir de 90% de prédiction, le robot en fait est assez efficace, ça te permet de prévoir par exemple dans quelle entreprise je dois investir. On donne toutes les données, et puis ensuite, le robot décide. Alors ça paraît relativement simple, et puis finalement, on parle là aujourd'hui d'intelligence artificielle, parce que ces algorithmes sont auto-apprenants, et apprennent au fur et à mesure, on pourrait se dire, c'est bon, du coup on va être bientôt rapidement remplacé, tout va aller bien. Sauf qu'en fait, il faut comprendre, c'est que ces robots sont quand même très très cons. Et pour bien comprendre, si vous voulez, prenez un enfant de 2 ans, vous lui demandez de faire la différence entre un chat et un chien. Alors, vous montrez une fois un chat, une fois un chat, une fois un chien. La 3e fois, il reconnaît le chien. Un robot, il faut lui montrer 1 million de fois. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'intelligence artificielle pendant très longtemps, parce que, en fait, il faut 1 million de fois, c'est très très long, en fait. Alors, vous allez me dire, mais non, c'est bon, 1 million de fois, ça peut aller très très vite. Sauf qu'en fait, essayer d'éduquer un enfant qui est très très con, mais qui réfléchit très très vite, peut-être c'est l'enfer. Parce qu'en fait, un enfant va faire 1 million de fois de plus d'erreurs, en fait, que les robots. Et donc, les robots, en fait, il faut les éduquer. Si vous n'éduquez pas les robots, en fait, il se passe quelque chose dont on commence à peine à se rendre compte aujourd'hui, ça crée des biais. Vous savez, un algorithme, c'est toujours une simplification de la réalité. Et donc, les biais se créent parce que petit à petit, en fait, le robot va s'éloigner de la réalité. Donc, comment est-ce qu'on éduque un robot? Et on l'éduque avec des données, donc beaucoup de données, et puis avec ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. C'est-à-dire, en fait,
des boucles qui permettent de contrôler que le robot ne s'éloigne pas trop de la réalité, parce qu'il est très très bête, même quand le robot joue au Go et qu'il gagne contre le champion du monde de Go. En fait, le robot 1, il ne sait pas qu'il joue au Go, il ne sait pas ce qu'est le jeu de Go, il ne sait pas qu'il joue contre un humain, il ne sait même pas ce qu'est un humain. Donc quand le robot s'éloigne et que les boucles de rétroaction sont trop importantes, eh bien on crée des biais, et les biais on en voit aujourd'hui parce que tous ces algorithmes-là ont été créés par essentiellement des hommes. Il n'y a que 14% de femmes dans l'intelligence artificielle et 35% dans la technologie, des hommes, des blancs, plutôt américains, et c'est comme ça qu'on a retrouvé, quand on demande à un moteur de recherche par exemple de distinguer, de comprendre ce qu'est un homme en blouse, il va dire un médecin. Quand on lui demande de distinguer une femme en blouse, il va dire une infirmière. Donc ça, on s'en rend compte de plus en plus, c'est aussi qu'on a le même problème en justice prédictive avec des a priori racistes. Pourquoi? Parce que les algorithmes sont aussi un peu le miroir de nous-mêmes, et on a aussi nous-mêmes nos propres biais sociétaux que les algorithmes peuvent aussi répéter. Alors ça paraît rien, mais imaginez ça, et vous mettez ça dans le domaine de l'information, qui est mon métier. Les biais aujourd'hui, mais ils sont dus au fait que les robots ne comprennent absolument rien à ce qu'ils disent. Quand vous faites lire un article à un robot ou une vidéo, il ne sait absolument pas ce que ça veut dire. Et il est entraîné comment? Les boucles de réaction se font comment? Elles ne se font pas, les boucles de réaction. Parce que quand vous êtes sur Facebook, ou sur Google, ou sur Instagram, ou sur Twitter, c'est vous qui entraînez le robot. Vous lui donnez des réponses. Il a des données, il vous envoie quelque chose, et en fait, il s'entraîne avec vous, mais vous ne savez pas du tout ce que lui envoyez, donc vous ne vérifiez pas. Donc ça crée des biais énormes qui parfois peuvent vous enfermer dans les mêmes informations. C'est-à-dire que le robot va vous envoyer les contenus, si vous cliquez dessus, il va continuer à vous envoyer les mêmes contenus, puis il va vous comparer à d'autres personnes qui trouvent qu'ils vous ressemblent, et au bout d'un moment, forcément, il va vous enfermer dans ce qu'on appelle une boucle d'informations, et puis, surtout, les robots adorent les fake news, ces fausses informations. Pourquoi? Parce que les fake news, en fait, les gens interagissent énormément avec elles, et comme les robots ne comprennent absolument rien, ça pose un problème. Et donc, c'est un peu inquiétant parce qu'on se dit finalement, aujourd'hui, on a l'essentiel de l'information qui passe par 3 réseaux, qui sont Instagram, Facebook et WhatsApp, qui sont dirigés par un gamin, un jeune homme, qui a 60% des voix de cette boîte-là, qui peut décider du jour au lendemain de changer un algorithme, sans trop comprendre les conséquences. Et ce changement d'algorithme peut transformer les élections aux États-Unis ou accélérer le mouvement des Gilets jaunes à la suite d'un changement d'algorithme en début de l'année 2018. Alors nous, on s'est dit, comme moi je travaille dans l'information, il y a un vrai problème, moi je me sentais mal informé, et on s'est dit on va essayer de résoudre ce problème-là, mais on ne peut plus compter sur les algorithmes des réseaux sociaux, donc il va falloir recommencer à zéro, et donc entraîner nos propres robots. Donc on a inventé Flint, qui est un petit peu une sorte de Robin plus que de Batman, qui était censé donc nous aider à nous amener de l'information de qualité, et on n'avait pas d'algorithme qui permettait de déterminer la qualité. Donc on s'est dit, on va créer un robot très simple qui va nous envoyer une newsletter, un petit peu comme un journal, tous les jours, avec une dizaine de liens vers des contenus intéressants. Et comme la qualité, on ne peut pas la mettre en algorithme, on ne peut pas mettre de règles, c'est trop complexe, on va utiliser les réseaux de neurones notamment, et en fait, on va entraîner les robots. Donc c'est moi qui, lecteur, vais dire au robot, voilà ce qui pour moi est de la qualité, et petit à petit, le robot va essayer de comprendre ce qu'est la qualité, et surtout essayer de me sortir de ma bulle en me surprenant, et puis me protéger également des fake news. On a lancé ça en février 2017, et comme ça marchait bien, donc on nous a demandé est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir des robots spécialisés qu'on pourrait nous-mêmes entraîner. Donc on a commercialisé une offre qui s'appelle l'école des robots, dans lequel donc, chacun peut venir entraîner sa propre intelligence artificielle. Donc on a des experts qui sont venus entraîner ces intelligences artificielles, leur transmettre leur savoir, modéliser, et ensuite c'est comme si le robot, c'était l'expert qui choisissait des articles de qualité, sauf que ça se fait automatiquement. Donc là, par exemple, vous avez un robot qui s'appelle Lenslow, et donc qui a un super job chez Baker McKenzie. Toutes les semaines, il envoie une newsletter avec les meilleurs articles de qualité sur le futur de l'avocat. Si vous avez Accenture, alors eux, ils ont 70 éleveurs de robots dans 20 villes, un petit peu partout dans le monde, et ils les éduquent sur énormément de sujets. Parfois, ça va de l'énergie en Asie du Sud-Est à la blockchain dans la santé. Et en fait, plus on a d'entraîneurs, qu'on a d'experts qui entraînent les robots, bien plus l'intelligence artificielle va vite, plus elle se construit. On pense que notre projet, on arrivera à le terminer dans au moins 5 ans. Et donc plus on a d'entraîneurs qui élèvent les robots, plus c'est facile en fait d'entraîner un robot et plus ils réagissent rapidement. Donc ils grossissent au fur et à mesure.
Et donc comment on fait en entreprise pour entraîner des robots? On désigne en général des experts dans l'entreprise. Vous en voyez un qui s'appelle Ludovic Favaret, que vous verrez dans quelques instants sur scène, par cette magie des rencontres. Et donc il choisit donc souvent des digital champions ou des experts dans l'entreprise qui vont entraîner les robots, et ensuite le robot va pouvoir partager une sélection d'articles toutes les semaines ou tous les jours pour l'ensemble des collaborateurs. On a même testé un truc qu'on a testé aujourd'hui à l'occasion du lancement de Finance Mag. Il y a 2 ans, on a entraîné un robot avec PPC, donc qui est un expert en start-up et en innovation dans la finance. Il avait entraîné un robot qui s'appelait Gordon, qui est un robot sur la fintech. Et donc, le robot, c'est un petit peu comme si PPC, on envoyait tous les jours sa sélection de meilleurs articles, sauf que c'est automatisé. Donc on a créé un bébé Gordon, qui est à gauche, là, le petit bébé, que vous allez pouvoir en fait adopter vous-même et le personnaliser, et qui va vous envoyer des articles sur la finance, sur la fintech, comme si c'était PPC qui vous l'envoyait personnellement, mais plus personnalisé pour vous, comme si vous aviez un PPC chez vous, donc évidemment ça coûte beaucoup moins cher. Et ce que je trouve intéressant dans ce qu'on a fait là, c'est qu'on a décidé de rémunérer en fait PPC aussi parce que c'est un service qui est payant, de le rémunérer pour ça. Et ça permet de comprendre que, en fait, la force de ce service-là, c'est pas l'algorithme lui-même. C'est l'expertise, en fait, c'est la valeur qui est apportée par l'expertise de PPC, donc de l'expert, justement dans ce robot. Et donc on a créé de la valeur par l'interaction entre l'expert et le robot. Et je pense qu'à un moment, on se pose tous la question du grand remplacement. Il y en a un qui dort, là, à droite. Il ne faut pas dormir, surtout pas au début de la conférence. À une époque, on se pose la question du grand remplacement. Vous connaissez le grand remplacement, la théorie du complot, mais le grand remplacement par les robots. On pense qu'on va tous être remplacés par les robots, et si on pense qu'on va être remplacé par les robots, c'est peut-être qu'il faut s'interroger, peut-être qu'on travaille comme des robots. Eh bien, on devrait beaucoup plus commencer à s'intéresser à la valeur. On a beaucoup parlé, on a beaucoup vu par manque d'imagination, et souvent par méconnaissance de ce qu'est l'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, il faut surtout enlever le mot intelligence. On a surtout vu ça comme un moyen de remplacer des gens et de limiter les coûts de production, de faire la productivité, mais on oublie encore un peu de s'intéresser à la valeur que l'on peut apporter. Et il est grand temps aujourd'hui que l'on s'interroge sur les nouveaux services, les nouveaux métiers et les nouveaux produits que l'on va pouvoir inventer avec ce qui n'est aujourd'hui qu'un outil.